Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission qui vous accompagne tous les matins. Nous sommes encore là, fidèles au poste ce matin pour vous entretenir sur les thèmes qu'on aura choisis pour vous. Nous aurons pour inviter aujourd'hui le docteur Mawena Atipoué. Avec lui, nous aurons à discuter des céphalées. Mais avant cela, même s'il est déjà là, il y a mes chroniqueurs qui sont là. Aujourd'hui, ce n'est pas les chroniqueurs, ce sont des chroniqueuses. Justement. Parce que souvent, les mercredis, c'est le plateau est purement féminin. Mais aujourd'hui, le docteur Atipoué nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour, docteur. Bonjour, Blandine. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Oh, ça va, on rend grâce à Dieu. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bon, vous êtes déjà à la maison, donc je ne m'inquiète pas. Bonjour Gisèle. Bonjour Blandine, bonjour docteur, bonjour Nachat. Bonjour. Je vais bien, et toi? Je vais bien aussi. D'accord. Toute belle ce matin. Bonjour Nachat. Moi, je ne suis pas belle ce matin. Est-ce que j'étais déjà reconnue? Là, je dis d'abord à mes chers téléspectateurs avant de te dire bonjour. Bonjour à vous d'abord. Je suis très bien encadré ce matin. Bonjour docteur, bonjour Blandine, bonjour Gisèle. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je rends grâce également ce matin. Nachat, comme tous les jours, tu es rayonnante. On n'a pas besoin de dire ça. C'est ça, c'est la femme qui l'a dit. C'est mieux pour toi. Sinon, la skin pour, comment on l'appelle? Black. Yes. Black et Nickel. Bien ciré, quoi. Voilà. c'est mieux pour toi de me contempler. Sinon, bon. Moi-même, je sais ce qui m'a... Alors, bienvenue encore une fois à vous. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Vous savez que c'est parti pour 1 heure de temps en notre compagnie. Nous allons débuter cette émission, comme vous le savez, avec la causerie du jour. La salubrité de nos villes, la part du citoyen. La salubrité de nos villes, la part du citoyen. Qui s'y lance? Nachat. Afouka, c'est avec Nachat. Bon. Pourquoi après tu ne me dises pas pourquoi tu as remis la parole en premier à Gisèle? Ah, c'est ça. Parce que ta jalousie, là, elle déborde. Tu veux dire quoi par là? Oh, rien. Non, rien. Ok. Alors, je pense que c'est un sujet d'actualité. On en parle ici à tout moment. Même hier, on a suivi un reportage sur les inondations. On a même invité les populations à préserver l'environnement. En tout cas, quand on dit la population, on fait partie. Hein? Personne n'est exclu quand même. Bon, je pense que c'est un très bon sujet. Je parlais justement avant-hier de la NASAP qui fait de son mieux à au moins entretenir nos caniveaux avec. C'est vrai, il y a la mousson qui a commencé quelques jours, mais quand même, on ne sait pas. Maintenant, avec la saison pluvieuse, on ne maîtrise pas tellement le climat. Bon, il peut pleuvoir à tout moment. Dans ce cas, tout le monde doit jouer sa partition. Chacun doit donner le meilleur de lui-même ou de soi-même pour préserver l'environnement. C'est très important parce que quand on préserve l'environnement, il y a notre santé aussi qui est en jeu, que ce soit notre bien-être, la santé, tout. Nous sommes sur le plateau avec le médecin et il sait de quoi nous parlons. Peut-être qu'il va renchérir après, mais tout ce que moi je dis, je ne vais pas beaucoup parler, mais c'est juste pour inviter tout le monde à jouer sa partition, histoire de préserver l'environnement. C'est très important. Oui, ben moi je dirais que d'abord il faudrait que chacun de nous comprenne quand on parle de salubrité, on veut dire quoi exactement? Parce que la salubrité, c'est l'état de ce qui est salubre, ce qui est propre, ce qui est sain. Maintenant, ben moi j'ai quand même je pense que quand on dit salubrité, il y a l'assainissement dedans. Donc l'assainissement, c'est l'intervention destinée à réduire les risques pour la santé en assurant aux populations un environnement propre. Et Nachat a parlé tout à l'heure de la NASAP, qui fait beaucoup d'ailleurs. Vous allez voir, peut-être dans le mois, ou bien dans certains quartiers, il y a des techniciens qui descendent sur le terrain pour évacuer des caniveaux, pour déboucher les rigoles et tout. Donc ça rentre, toutes ces actions rentrent dans la salubrité. Alors on peut dire que la notion d'assainissement regroupe beaucoup de choses. Il y a une partie qu'on peut dire sanitaire. Ça interpelle la conscience de la population, à savoir les actions qu'il faut mener chaque fois
pour assainir son milieu de vie et en même temps se protéger des maladies. Nous avons constaté qu'il y a certains quartiers de Lomé qui se prêtent, par exemple les quartiers qui sont proches des lagunes, il y a des gens qui, comment je vais dire ça, qui au lieu d'avoir des faux septiques, essaient de chercher un moyen pour que les déchets, ces liquides-là puissent rentrer dans la lagune. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des faux septiques dans leur maison, ils essaient de trouver un moyen pour faire évacuer. On se douche dans sa maison voilà. et puis voilà, ça s'évacue directement. Voilà, les eaux usées. D'autres même utilisent des bidons, si on peut le dire un peu. C'est ce que la société connaît, des bidons pour mettre. On oublie que quand il pleut, l'eau des lagunes là, les eaux stagnantes et tout, ces eaux s'éparpillent dans nos maisons, ça rentre même dans les puits, ça rentre dans des vases, ça rentre partout au fait. Et bonjour les maladies. Donc je dirais que quand on parle de salubrité, d'assainissement, d'insalubrité, tout ça, ça doit naître, c'est que d'emblée attirer notre attention. Parce que quand on s'aime, on se préserve au fait. Et si nous nous aimons réellement, il faudrait que la première des choses qui va nous préoccuper, c'est de nous protéger et c'est de préserver notre environnement. Il y en a même qui vont jusqu'à mettre, comment on appelle-t-on, boucher carrément les caniveaux. Hein. Vous allez voir que dans certaines maisons, les déchets même, les ordures ménagères ne sont pas, les voiries, les engins de la voirie ne viennent pas ne viennent pas évacuer ces déchets-là, mais les ménages bouchent les caniveaux avec ces déchets. Je me dis, avoir un contrat peut-être avec les agents de la voirie pour venir ramasser ces ordures-là, moyennant peut-être 1000 francs par mois, c'est pas trop au fait. Mais dans la négligence ou bien, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne sait pas l'importance ou bien la manière, je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que c'est un problème de plus en plus récurrent. Dans certains quartiers même, vous allez voir, il y a certains quartiers qui ne sont jamais propres. Que ce soit les eaux usées, que ce soit les ordures, les charbons et tout ça. Et le pire dans ça, c'est que nos enfants, surtout dans ces moments de vacances, les enfants sont à la maison, ils ne peuvent pas rester H24 à la maison, ils sont dehors en train de jouer au foot, en train de faire des jeux avec, s'ils sont les filles, les jeux d'ampé, tout ça là. Et ils s'amusent dans le sable, ils s'amusent dans ces eaux-là, parce qu'ils sont des enfants. Ce sont des enfants, donc c'est le lieu. Ce sujet d'actualité, comme l'a dit, c'est le lieu d'interpeller la vigilance des ménages. Parce que le sujet, notre thème d'aujourd'hui dit le rôle de la population dans la salubrité. On ne va pas chaque fois indexer le gouvernement, ils font de leur part. Mais nous, population, quand il pleut par exemple et qu'il y a les inondations, c'est nous qui vivons la situation à l'instant T. Quand on bouche les caniveaux, on bouche les rigoles, on se plaint après que il y a comment on appelle l'inondation. C'est l'un des facteurs, c'est l'une des causes de l'inondation. Le fait qu'on bouche les caniveaux, le fait qu'on jette les ordures partout, le fait qu'on fait passer les faux septiques dans les rues, ça crée des eaux usées partout. C'est l'une des causes au fait des inondations. Donc c'est les lieux d'interpeller la population, de sensibiliser la population à faire sa part. Voilà. Merci beaucoup Gisèle. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes sur ce plateau avec le docteur Atipoui, il est médecin généraliste. Forcément, il va nous donner son avis par rapport à ce sujet, comme on le dit, qui est vraiment d'actualité parce que nous sommes dans une période où il y a l'inondation. Et on remarque que voilà, ces 2 jours, les carnivaux sont quand même en train d'être évacués et tout. Et pour la plupart du temps, c'est nous, population, qui causons ces inondations-là sans le savoir. Docteur, quelles peuvent être déjà les conséquences de l'insalubrité sur la santé de la population, bien du citoyen? D'accord, merci Blandine pour la question. C'est vraiment un très beau thème. Je pense que Nachat et Gisèle ont touché les points très importants. En termes de salubrité de la ville, il faut noter que le citoyen doit s'impliquer dans la gestion des ordures. Je m'explique.
Dans la gestion des ordures, ça se fait d'abord à domicile. À la maison, le citoyen doit tout faire pour vivre dans un environnement sain. Éviter de jeter les sachets ou bien de la nourriture partout. Certaines personnes, quand vous entrez dans leur chambre à coucher ou bien dans leur cuisine, c'est vraiment déplorable. Déjà là, ça a un impact sur leur propre santé, mais ils ne le savent pas. Donc il faut vraiment commencer d'abord à la maison. Maintenant, à part la maison, bien s'entretenir à la maison, ça veut dire aussi se doucher, se laver les mains, entretenir sa propre maison, c'est-à-dire s'il y a des herbes, comment on appelle-t-on? Les flaques d'eau peut-être. Les flaques d'eau, les gîtes lavaires, tout ça là, essayer de dégager tout ça là, parce que ce sont des petits nids qui entraînent des maladies que nous traitons tous les jours. À part cela maintenant, il y a le portail. Certains dans leur maison, ils n'ont jamais plutôt balayé leur devanture. C'est déplorable. Dans nos villages, la plupart du temps, on se rend compte que quand vous vous réveillez à 4 heures ou bien 5 heures, c'est la première des choses. Ce qui fait que dans une ruelle, étant donné que les maisons sont alignées, tout le monde balaye sa devanture, ce qui fait que toute la ruelle est vraiment propre. Vous n'allez pas avoir de sachets plastiques quelque part ou ça. Ou bien certains ils balayent, ils finissent, ils prennent les ordures, ils mettent ça dans le caniveau parce qu'ils ne veulent pas dépenser pour pouvoir gérer les ordures comme ça devait normalement se faire. Vous voyez un peu. Donc tous ces petits défauts là, quand on le fait chez soi et quand ça se regroupe à grande échelle, vraiment c'est un enjeu de santé publique. Donc il faut que tout le monde comprenne que le peu qu'il peut faire à la maison aura un impact positif sur l'environnement. Parce qu'actuellement nous tous nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et cela est lié au comportement humain. Que ce soit par la mauvaise gestion des ordures et par l'émission des gaz à effet de serre. Donc que ce soit nos engins, il y a certaines personnes qui quittent la maison, que ce soit sa moto, son véhicule. Le véhicule, ça fume. Lui-même, il sait très bien que ça fume. Mais il dit, ah, tant que ça démarre... que ça m'emmène là où je vais. C'est bon. Souvent, même avec les fumées là, ça pollue également l'atmosphère. Quand ça pollue l'atmosphère, ça entraîne des problèmes respiratoires. Ceux qui sont dans la circulation aussi sont impactés. Il y a les allergies, toutes les maladies qui peuvent en découler. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours un lien entre l'environnement dans lequel nous vivons et notre santé personnelle. Donc, c'est très important d'attirer l'attention de la population sur l'hygiène, sa propre hygiène corporelle dans le lieu où l'on habite et dans son environnement pour vivre bien et longtemps. Je pense que le docteur Adipouille a finalement résumé en quelque sorte le message qu'on voulait faire passer ce matin aux très chers téléspectateurs à travers la causerie de ce matin. Prenez soin de vous, prenez soin de votre milieu de vie, prenez soin de votre entourage, c'est très important parce que ça y va de votre santé. Et ce sera tout pour la causerie de ce matin. Nous allons poursuivre cette émission tout de suite à Info du jour. Et voilà en pays Kabylie. Ce 16 juillet 2024, le chef de l'État Fort Eswatini Nsingbe était dans le canton. S'est-il passé lors de cette rencontre culturelle à Yaday? Le point en image et son avec Sena Essi, pardon. C'est sous le regard bienveillant du chef de l'État Fort Nsingbe qu'a débuté la finale des Evala dans le canton de Yaday, opposant Yaday Haut à Yaday Bas. Quelques minutes après le démarrage des luttes, Justin Tetinake se retrouve au sol, incapable de se relever. C'est en luttant avec mon adversaire. Je l'ai terrassé, mais il avait son bras accroché avec le mien. Du coup, j'ai eu un choc au niveau du bras. Et j'avais une blessure. Les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge et les agents de santé de la direction préfectorale de la COSA, tous mobilisés, le prennent en charge grâce à leurs différentes prestations sur le terrain. Nous avons sur chaque arène des postes de secours
qui sont constitués de différents acteurs, notamment les prestataires de soins et puis les agents de la Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers et qui essaient de prendre les malades disons les blessés des sites de lutte jusqu'au poste de secours. Et donc arrivé maintenant au niveau du poste de secours, avec les prestataires, on essaie de voir quelles sont les pathologies dont la personne a mal. Généralement, c'est des contusions musculaires, des douleurs au niveau des épaules puisque l'empoignade et voilà, et parfois des écorchures qu'on essaie de prendre en charge en fonction du blessé que nous avons. Et s'il y a des cas référés, on les réfère. Le club SOS Dr TV, quant à lui, continue la sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et distribue les préservatifs. Une occasion pour l'équipe de promouvoir la chaîne thématique 100% santé SOS Dr TV. Voilà la rencontre culturelle, hein. On connaît ça, on sait que voilà, actuellement à Kara, c'est la fête, mais à côté de ça, il y a également des soins qui sont effectués au niveau des lutteurs qui ont été blessés au cours des luttes. Gisèle. Oui, je pense que c'est vraiment louable ce que font le personnel de santé sur les lieux parce que dans la lutte, on sait que ce sont des frottements, ce sont des coups de poing, tout ça. Bon, pas forcément coups de poing, mais quand tu veux terrasser ton adversaire, là, il faut voir. Donc, il y aura forcément des blessures, des lésions, tout ça. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment louable ce que font les agents de la Croix-Rouge et même les gens de M-Afrique qui sont là-bas. Je pense que c'est la Croix-Rouge, le personnel de santé dans son entièreté, ce qu'ils font, c'est vraiment louable. Et puis, ils ont dit aussi dans le comment l'appelle-t-on ? Dans le reportage, qu'ils distribuent des préservatifs. Notamment par le club SOS. Oui, le club SOS, nous savons que dans ces genres d'événements, il y a des touristes, il y a bon nombre de personnes qui viennent, il y a des go par-ci. Il ne faut pas de raison de vous attaquer ici. Ça, il y a des gens qui voyagent juste pour ça. Donc, faire de nouvelles rencontres. Ouais, donc je pense que c'est bon, chapeau à ce personnel de santé qui est là-bas, qui fait ce grand travail et qui distribue surtout des préservatifs. Donc, oui, on ne va pas interdire aux gens de se faire plaisir, mais on ne va pas aller se faire plaisir et contrarier des maladies. Donc, il faut se protéger, donc voilà. Ah, voilà, c'est un peu ça. Hein. En tout cas, bon, on a partagé, mais on verra bien si on va utiliser ces préservatifs. Non, pourquoi pas. Bon, est-ce qu'il y a un suivi? Non, mais ici c'est encore mieux. On distribue ça. Parce que quand par exemple on se rend en pharmacie, des fois c'est compliqué de dire je vais acheter un préservatif. Alors que là, tu vas revenir peut-être à Lomé avec déjà un paquet. Ça aide. Mais tu écris ça sur un papier, tu penses à un pharmacien. Là, tu glisses en même temps. Alors, ça juste rigoler. N'est-ce pas? Le fait de voir ce reportage, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que médecin? Beaucoup de choses de positif. Beaucoup de choses de positif. À part les préservatifs. Je pense qu'il y a M-Afrique qui est sur le terrain, aux Evala, qui est une fête traditionnelle des cabiers, qui permet à ce que le cabier petit puisse passer à l'étape d'adulte, que ce soit côté femme également. Ou, pour les femmes. Voilà, côté masculin. On dit les femmes vierges, mais toi. Vraiment. Et donc, je pense que le personnel de santé fait un travail vraiment, vraiment louable, qui est vraiment à féliciter. Parce que, comme Gisèle l'a dit, au cours de la lutte, il y a beaucoup d'accidents qui peuvent survenir. Des fractures, des blessures, des luxations et autres. Là. Donc, il va falloir accompagner ces différents lutteurs-là, d'où la présence de la Croix-Rouge, le personnel de la santé et de M-Afrique. Voilà. Avec le DPS, mais qui supervise. Voilà, qui supervise les activités. Et au passage aussi, un chapeau au personnel de M-Afrique qui fait vraiment un excellent travail. Et merci également à Sénat, notre reporter de Kara. Et à Paolo aussi. Qui nous ramène de bons éléments. Voilà. C'est très bien. Félicitations à vous. Beaucoup de courage à vous. Gros bisous à vous de ce côté. Vous ne manquez pas ici. Revenez vite à la maison. Et sur ce, nous allons aller en pause.
L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Afrique, présent en Afrique et en Occident, réalise chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission qui vous donne beaucoup d'informations constructives ce matin. Aujourd'hui, c'est mercredi. Vous savez que généralement, les mercredis, on vous propose un dossier. Tout de suite, dossier de la semaine. Informer son patient sur son état de santé fait partie des soins de santé qu'on apporte aux patients. Cet acte se repose sur le principe éthique de bientraitance et constitue même souvent un défi pour tout personnel de santé lorsqu'il s'agit de s'adapter aux capacités intellectuelles du patient, à ses aptitudes et à sa volonté de se confronter à des informations sur son état de santé. Comment donc donner une information à un patient sur son état de santé? C'est un sujet de Nachat Chazodi. Dans la chaîne de prise en charge d'un patient, la communication avec son patient est une exigence pour le médecin traitant. Un art qui permet au malade d'être informé sur l'état précis de sa santé. Pour communiquer une information à un malade, il faut d'abord créer une relation de confiance entre le malade et vous l'écoutez attentivement. Il ne faut pas avoir un esprit critique directement envers le malade. Il faut l'écouter jusqu'à la fin, le laisser parler. Prenons juste le cas du VIH-Sida par exemple. S'il n'a pas confiance en vous, il ne peut pas vous le dire. Donc, c'est ce lien de confiance qu'il faut essayer à tout prix créer avant toute chose. Maintenant, au médecin de répondre aux questions du malade, il utilise les termes simples. Il doit éviter le jargon médical parce qu'il y a des termes que le malade ne peut pas comprendre. Si possible, s'il faut faire des schémas, des petits croquis, et là, on est sûr que le malade, il a compris ce qu'on a dit. Ça permet aussi d'éviter au malade d'aller de médecin en médecin.
Censée contribuer à l'amélioration de l'état du patient, la communication doit respecter certaines règles au risque d'aggraver sa maladie. Si on donne une information brutale, c'est que déjà le patient peut ne pas l'accepter parce qu'il ne s'est pas préparé à ça, donc il n'accepte pas tout ce que vous lui donnez comme information. Et de deux, s'il accepte, ça peut lui créer un choc psychologique. Prenons toujours le cas du VIH-Sida, il faut le préparer, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a un traitement spécifique pour le VIH-Sida, il faut quand même expliquer au malade que certes, il a le virus, mais ça ne veut pas dire qu'il fera forcément la maladie. S'il prend bien les mesures, les médicaments et tout ce que vous lui avez donné comme consigne. Donc, si vous n'arrivez pas à donner l'information dans de meilleures conditions, ce choc psychologique peut faire que le malade ne va pas accepter et peut-être refuser carrément tout le traitement. Tout patient a le droit d'être informé sur son état de santé, surtout sans jugement et de manière claire. Oui, voilà, docteur, donner une information à un patient sur son état de santé, vraiment, c'est pas du tout facile pour vous. Étant donné qu'il y a certaines maladies, franchement, quand on apprend, c'est une connaissance à moi qui dit, en fait, quand je ne connais pas la maladie, je vais mieux. Mais dès que j'apprends que j'ai cette maladie, psychologiquement, ça m'affecte et puis je peux mourir d'un instant à l'autre. Alors, vous, en tant que médecin, faites-nous encore un petit résumé de ce genre de situation quand vous vous rencontrez, quand vous faites face à quelqu'un qui a vraiment une maladie. Bon, moi je pense même que le VIH c'est encore peut-être un cancer en phase terminale. Comment est-ce qu'on peut procéder pour informer ce patient-là pour que ça n'affecte pas directement sa psychologie? D'accord, merci Blandine. Je pense que l'information en santé, c'est vraiment très très délicat. Parce qu'il faut savoir communiquer et savoir donner la bonne information. Pour pouvoir donner la bonne information, il faut que le patient adhère à la consultation. Et comment faire pour que le patient adhère à la consultation? C'est ce que le collègue a dit. Il faut créer un lien de confiance entre le patient et le soignant. C'est très important. Maintenant, même s'il y a ce lien de confiance, il faut dire la vérité au patient. Comme on le sait très bien, la vérité, elle blesse. Mais c'est pour le bien du patient. Ce qui fait que même si la pathologie est une grosse pathologie, comme vous l'avez dit, un cancer, il faut obligatoirement informer le patient et lui dire à quel stade il est et quelles sont les mesures à prendre pour qu'il puisse passer une fin de vie meilleure. Est-ce qu'il y a possibilité d'informer peut-être un parent proche de la famille pour que cette personne puisse donner l'information au patient? Je dirais non. Okay. Non, pourquoi? C'est le patient lui-même qui doit recevoir l'information parce que c'est médico-légal. Vous voyez un peu. Il faut informer le patient lui-même d'abord. Si lui-même il vous autorise à communiquer ça à quelqu'un que lui-même va désigner, là vous pouvez le communiquer. Mais il faut toujours communiquer ça en présence du patient pour que ce lien de confiance-là soit gardé. Même si les gens prennent le paludisme comme une maladie banale, mais même si c'est un simple palu, si toi par exemple, Blandine, tu viens chez moi à l'hôpital, tu fais une GE, une goutte épaisse, et on voit que ta GE est positive, tu souffres du palu, même si ton père vient me voir, parce que tu es adulte, âgé, vacciné. Généralement c'est grossesse. Généralement c'est grossesse. On va annoncer une grossesse. Ma fille est venue. Qu'est-ce qu'elle a? Je dis, papa, je sais que c'est votre fille, mais
je ne peux pas vous dire ce que votre fille a. Prière la brancher pour discuter avec elle. Si on sort au fusil, là, c'est ce que vous allez dire. On a prêté serment. Ok. Le secret du malade est le secret du malade. On l'emporte jusqu'à dans la Secret tombe. professionnel. Donc, la déontologie médicale est vraiment, vraiment catégorique. Quoi. Le secret médical, c'est le secret médical. Il n'y a pas d'exception à la règle. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, quelle que soit la pathologie que le patient a, il faut le communiquer ça pour qu'il puisse se préparer psychologiquement aux différents aboutissements. Merci beaucoup, docteur. Et c'était tout pour le dossier de la semaine. Tout de suite, Astuce Santé. Vous vous êtes forcément retrouvé dans cette situation une fois se réveiller en pleine nuit avec une douleur intense au mollet. C'est très désagréable. Il s'agit bien des crampes nocturnes. Comment se débarrasser ou soulager cette contraction musculaire brutale et involontaire? On en parle aujourd'hui dans Astuce Santé avec Nachat. Nachat. Franchement. Là, c'est quoi? Bon, quoi, elle a imaginé, elle a douleur. La douleur, bizarrement, ça fait trop mal. C'est bizarrement, j'ai eu ça. C'est toujours J'ai eu ça cette nocturne. nuit. C'est que ça te réveille. Hey. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ça cette nuit. Ah. Ça m'a été vraiment difficile de me. Tu es devin, on dirait. lever. Franchement, c'est pourquoi je dis Nachat. Bon, je sais pas. Et as-tu une idée des causes, les raisons pour lesquelles ça arrive? Bon, peut-être que je me suis mal couchée. Une mauvaise circulation du sang, peut-être. Bon, nous on va parler pour nous dès quand le docteur est sur le plateau. Il va dire pour si on ne ment pas, c'est pas l'examen, c'est pas l'examen. En fait, c'est juste pour qu'après vous allez appuyer également. C'est très important. Et parce que, bon, en tout cas, la vie de médecin est très importante. Nous, on est là, on donne juste ce qu'on sait quand on travaille avec les médecins. Alors, généralement, ce que j'essaie, il y a la déshydratation également qui peut conduire, qui peut amener des crampes, que ce soit les crampes nocturnes ou dans la journée, vous êtes au boulot, ça peut arriver. Il y a également une mauvaise posture, lorsque vous êtes assis sur une chaise, par exemple. Ça dépend de la manière dont vous êtes assis et tout. À la longue, peut-être que ça peut entraîner des crampes. Il y a également ce qu'on appelle les problèmes de santé. S'il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent également, peut-être que conduire également à ces crampes musculaires et aussi les troubles neuromusculaires. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, des astuces. Parfait. Alors, si par exemple on prend la déshydratation, quand j'avais parlé, j'ai mentionné ça dans les causes. Il suffit juste de s'hydrater toute la journée, c'est très important. C'est pas parce qu'il y a crampes nocturnes par exemple que vous allez attendre avant ou après ces crampes-là. Ne commencez pas à s'hydrater. C'est très important de s'hydrater toute la journée. La deuxième, c'est de prendre un moment de détente. Par exemple, je suis au boulot, je travaille par exemple, j'ai commencé mon travail à 8 heures par exemple, je suis assis devant ma machine, je suis là toute la journée, au moins je me lève pas, je fais quelques mouvements pour au moins tirer mes jambes et tout. C'est très important de le faire dans la journée pour éviter ces crampes nocturnes. La troisième chose à faire lorsque vous avez la crampe nocturne directement, c'est d'appliquer un coussin chauffant sur la zone touchée, c'est-à-dire là où vous sentez, tu as parlé des mollets au niveau des cuisses et tout, ça dépend, vous appliquez ça peut-être quelques minutes après, ça peut vous soulager. Vérifiez souvent si vous n'êtes pas carencé en magnésium et potassium. Ça, c'est très important. On ne peut pas rester à la maison pour vérifier cela. Il faut également aller voir un spécialiste comme docteur Tipoué, par exemple, à l'hôpital. Donc, c'est à lui. En fait, ce que je voulais dire au début, lorsque ça arrive et ça persiste, le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste. De ne pas rester à la maison pour dire qu'il y a des astuces qu'il faut pratiquer. Nachat a donné les astuces. J'ai donné lorsque vous ressentez ça au début. Maintenant, lorsque ça n'évolue pas chaque jour, 1 mois, 2 mois, voire même 1 semaine déjà, vaut mieux d'aller voir un spécialiste. Il est mieux placé pour vous consulter premièrement, s'il faut vous prescrire des produits, bon, tout ce qui va avec.
ils sauront quoi faire carrément. Dans ce cas, peut-être que, bon, il suffira de se supplémenter en magnésium et également de consommer des bananes, tout simplement. Il y a aussi le moringa. Le moringa, en tout cas, tous ici, on connaît les valeurs, les vertus nutritives du moringa. Peut-être je vais revenir dans un autre numéro pour parler de comment consommer concrètement le moringa afin de bénéficier de ses bienfaits. Peut-être que, bon, faire une tisane, par exemple, vous allez mettre ça quelque part, c'est à vous de voir. Peut-être vous avez ça dans la journée avec vous. Ça peut vous hydrater avec si vous voulez, très bien. Mais sans sucre, peut-être. C'est parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire thé ou je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, mais pas à tout moment. C'est pas parce que également on parle de prendre le moringa qu'il faut aussi, il faut modérer. Il faut modérer. Donc boire ça, prendre ça avec modération, c'est très important. Alors pour conclure, comme conseil, je vais donner, je reviens à tout moment, je le dis, tout ce qu'on donne comme astuce, c'est juste des trucs basiques. Maintenant, lorsqu'il n'y a aucune amélioration, le mieux c'est d'aller voir un spécialiste. Et comme le spécialiste est sur ce plateau, peut-être qu'il va enchérir. Voilà. Quelques mots là-dessus. J'allais oublier. Consultation gratuite pour moi. C'est vrai qu'on dit souvent d'éviter aussi les talons. Mais bon, pour les femmes, bon, c'est un peu difficile, mais une fois qu'on arrive au boulot, on a peut-être nos tapettes, il faut au moins changer, porter ça, au moins bon. Surtout ceux qui portent des talons de 70 cm. Lorsqu'il est temps de rentrer à la maison, pour ça, lorsque vous rentrez à la maison, vous pouvez trouver des pommades, masser un peu, mais pas à tout moment, importer les talons et tout. Bon, il faut modérer quand même. C'est vrai qu'on veut séduire les hommes, mais bon. C'est dur, hein? C'est dur. Moi, je n'ai pas de mes talons pour moi. C'est pour toi. Je pensais que c'était pour tonton. C'est pour moi. Alors, docteur, comme par exemple, bon, c'est vrai, Nacha vient de donner quelques s'hydrater, se détendre, placer des coussins au moment, la zone où, la partie où vous ressentez ces douleurs. Et puis, bon, voir s'il n'y a pas carence en magnésium ou potassium. Mais là, ça sera avec un spécialiste. Il y a le moringa, consommer le moringa, mais avec modération. Il y a les bananes également. Évitez aussi les talons, quelquefois. On l'a dit souvent. Quelque chose à rajouter? Bon, la conclusion, c'est dès que vous ressentez des crampes ou des douleurs au niveau du mollet, veuillez consulter un personnel de santé. Bon, terminé. Tout simplement. Tout compte fait, assiste de grand-mère là. Merci beaucoup, Nacha. On va ça en pratique quand même d'abord. Ce sera tout pour Assez Santé d'aujourd'hui. Tout de suite à la pause. On se retrouve juste après. Nous allons à présent nous entretenir avec le docteur sur la raison pour laquelle nous l'avons convié chaleureusement sur ce plateau. Et c'est pour parler doucement là. Des céphalées. Céphalée, là, ça fait mal et puis tu souris. Docteur, déjà, c'est quoi une céphalée? Bon, céphalée, c'est un terme médical pour dire simplement mal de tête. Donc c'est un gros mot, mais en termes simples, c'est mal de tête. Pour ne pas dire j'ai mal à la tête, le terme médical utilisé, c'est j'ai des céphalées. Alors docteur, où a mal quelqu'un qui a des céphalées? Est-ce que c'est au front, c'est au milieu, c'est derrière, c'est où exactement? Voilà, j'ai déjà dit que les céphalées, c'est un mal de tête. Et la tête, elle a plusieurs parties. D'accord. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a mal à la tête, c'est la tête en général. Soit c'est au niveau du front, soit c'est au niveau temporal, d'accord, soit c'est au niveau occipital, ou bien c'est au niveau de la face. La face aussi, ça fait partie. Oui, c'est la tête. Alors, docteur, dites-nous, quelles sont les différentes céphalées? Parce que souvent, moi, j'ai un frère à tout moment, il dit... J'ai mal ici, bon, il explique des choses, nous on n'avait pas à comprendre, c'est vrai. Souvent il va à l'hôpital, bon, on lui prescrit des produits, bon, ça va, mais bon, quelques jours plus tard, ça recommence. Ça recommence, d'accord. Au fait, il y a différents types de céphalées. Il y a ce qu'on appelle les céphalées aiguës, il y a des céphalées secondaires, c'est-à-dire c'est lié à quelque chose d'autre. Il y a des céphalées de tension et il y a des céphalées chroniques. Quand on prend ces différents types de céphalées là, il y a différents types d'étiologies
si je dis étiologie, je suis encore en train d'utiliser un terme médical, il y a différents types de causes de ces céphalées-là. Donc c'est ça. Donc dans les céphalées, les accès de céphalée, il y a ce qu'on appelle les migraines que tout le monde emploie de temps en temps. Donc c'est ça. Dans cette case, migraine, c'est pas céphalée. Attends, j'ai trop placé. Non, peut-être que le docteur peut nous parler, nous faire déjà une différence entre les deux. D'abord, il faudrait qu'on arrive à diagnostiquer une céphalée. Comment on fait pour diagnostiquer la céphalée? Et puis après, on va parler de la différence entre céphalée et migraine. Voilà. C'est une très excellente question. Parce que le diagnostic des céphalées, les gens pensent que c'est simple, mais c'est pas simple. Je m'explique. La céphalée, c'est un symptôme qui cache une maladie. Vous voyez un peu. Donc, quand le patient vient à l'hôpital, il dit « Docteur, j'ai des céphalées », qu'est-ce que nous on fait? On fait ce qu'on appelle l'interrogatoire. L'interrogatoire, ça consiste à faire quoi? De connaître l'âge du patient. Il y a le sexe, la profession, ses antécédents médicaux. Est-ce qu'il a une maladie chronique? Il y a des troubles de la vision. Est-ce qu'il a une fois fait un accident? C'est-à-dire, c'est cogné la tête, tout ça. Problème de santé. Voilà. Il y a ça. On essaie de voir les antécédents familiaux. Est-ce que dans sa famille, il y a une notion de migraine? Est-ce qu'il y a une notion de problèmes vasculaires, des malformations et autres? Vous voyez un peu. Maintenant, à part ça, maintenant, on tombe maintenant sur la caractéristique des céphalées elles-mêmes. On veut savoir, les céphalées, vous les ressentez quand il y a l'horaire? C'est la matinée, à midi, la soirée, le mot de survenue. Est-ce que ces céphalées-là, c'est venu brutalement, c'est aigu, ou bien vous les ressentez depuis, mais vous avez constaté que, il y a de cela 2 semaines, c'est plus intense qu'avant. Maintenant, les céphalées, c'est localisé à quel niveau? C'est frontal, temporal, occipital, vous voyez un peu. Et de deux, la caractéristique même, est-ce que c'est pulsatile? C'est lancinant? Ce sont des termes médicaux quand même. Donc ça permet aux praticiens de pouvoir s'orienter. À part ça, maintenant, on prend ce qu'on dit les constantes. La température, est-ce que le patient fait une fièvre? La tension, est-ce qu'elle est élevée? Vous voyez un peu. Donc tous ces paramètres-là nous permettent d'orienter notre diagnostic. Donc en termes simples, les gens disent céphalée, ils pensent que c'est simple, mais c'est pas simple. Alors docteur, parlons d'orientation. Déjà que vous parlez du diagnostic, parlons d'orientation. Quelles sont les causes même des céphalées? Les causes des céphalées sont multiples. Donc en fonction de différentes causes, on peut avoir différents types de céphalées. Vous voyez un peu. Dans les céphalées aiguës, donc on a ce qu'on appelle les hémorragies méningées. L'hémorragie méningée, c'est ce qu'on appelle communément AVC. Il a saigné dans le cerveau. On peut avoir une hypertension intracarnienne, c'est-à-dire il y a la tension normale du cerveau qui s'augmente. Et cela est lié à beaucoup de choses. Ça peut être une pathologie tumorale, ou bien la personne a fait un AVC, un accident de la voie publique. Il s'est cogné la tête, il y a un hématome qui s'est formé, qui comprime, vous voyez un peu. Maintenant, il y a les céphalées subaiguës. À part ça, il y a les accès de céphalée. Dans ces accès de céphalée, ce sont des céphalées que la personne a habituellement, mais qui reviennent plus fréquemment et qui sont intenses. C'est dans ces cas-là qu'on classe les migraines. Maintenant, dans les céphalées subaiguës, on a ce qu'on appelle la maladie de Horton qui est à rechercher chez les patients qui ont 60 ans et plus. Justement, vous allez parler des migraines. On voulait poser cette question-là pour savoir quelle est la différence entre migraine et céphalée. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Au fait, la différence, c'est pas en quelque sorte une différence. La migraine, c'est un type de céphalée. La migraine fait partie des céphalées, mais c'est un diagnostic. C'est la nuance qu'il y a entre les deux. La migraine, c'est des céphalées,
mais c'est un diagnostic. C'est-à-dire, on a exploré, on a vu que il n'y a pas d'infection, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Après l'examen clinique et radiologique. Donc c'est là où on conclut que ce patient-là, et en fonction de la caractéristique de ces céphalées, on dit que ce patient, il souffre des migraines. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que les maux d'yeux peuvent être reliés aux maux de tête? Effectivement, les yeux sont au niveau de la tête. Donc, dès qu'il y a un problème au niveau des yeux, la plupart du temps, ceux qui ont des problèmes de vision, ils n'arrivent pas à voir de près, bien, de près comme de loin. Le fait que l'œil s'efforce à accommoder l'image pour que ça soit net, ça entraîne des maux de tête. Donc ces maux de tête-là, on les dit, ce sont des maux de tête ophtalmiques, c'est-à-dire c'est lié à un problème visuel. Donc dès que l'ophtalmo voit de son côté, dit que les céphalées que vous avez, c'est lié à un problème des yeux, dès qu'on prescrit des verres, ça se corrige. Maintenant, quelles sont les maladies qui ont comme symptôme le mal de tête? Je peux dire que presque toutes les maladies ont comme symptôme le mal de tête, que ce soit les pathologies, les maladies infectieuses ou non infectieuses, que ce soit vasculaires, tumorales et autres, elles peuvent avoir comme symptôme mal de tête. Maintenant, c'est aux praticiens de savoir comment relier les symptômes en syndrome et en fonction de l'examen clinique, savoir que les maux de tête là, le diagnostic final, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Sinon, pris simplement comme ça, céphalée, c'est vraiment vague. C'est pour cela, la plupart du temps, quand quelqu'un dit qu'il a des céphalées, on lui dit il faut consulter. Parce que vous allez penser que c'est banal, mais c'est pas banal. Le patient vient, on lui demande les examens paracliniques. C'est parce qu'avec les yeux, on ne peut pas voir ce qui se passe au niveau du cerveau. Quelqu'un qui signale des maux de tête et d'un seul coup, il perd connaissance. Il ne se réveille pas, il rentre dans le coma. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Il signale les maux de tête. Vous êtes actuellement en train de discuter. Je ne le dis pas que quelqu'un a fait sur le plateau quand même. On est en train de discuter, il signale les maux de tête, mais d'un seul coup, vous allez voir qu'il n'arrive plus à parler. Il y a un trouble du langage. Il veut s'exprimer, mais il n'arrive plus. Comme c'est un signal, ça arrive à même. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son cerveau, d'où il y a une répercussion sur le plan clinique. Donc les maux de tête, c'est simple, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Docteur, on voit que les céphalies, c'est vraiment un grand chapitre, comme vous venez de le dire. Donc, quelles sont les manifestations des céphalies? Les manifestations sont diverses. Ça dépend. Si c'est dans un contexte infectieux ou non infectieux, comme je l'ai dit. Et quand on prend la tête en général, d'accord, quelqu'un qui a une infection peut signaler des maux de tête. C'est normal. Vous voyez un peu. Quelqu'un qui a une infection au niveau de l'oreille ou bien une carie dentaire va obligatoirement signaler des maux de tête. Quelqu'un qui est enrhumé va signaler des maux de tête. Quelqu'un qui a un souci au niveau du cerveau lui-même va signaler des maux de tête. Parce que chez l'adulte, la boîte crânienne n'est pas extensible. C'est-à-dire ça ne va pas se modifier. Les os sont soudés, ça reste comme ça. Maintenant, s'il y a une augmentation de la pression intracrânienne, vous voyez que c'est normal que cette personne ait mal à la tête. Et ces augmentations peuvent être dues à plusieurs choses. Soit à une tumeur cérébrale, soit la personne a saigné, ce qui augmente le volume dedans, ou soit carrément il y a un vaisseau qui est bouché dans le cerveau et il y a des douleurs qui s'ensuivent avec un déficit. Alors docteur, justement, on a parlé des céphalées et tout. Comment arriver à soulager justement ce mal? Le docteur m'a dit d'aller à l'hôpital. On va te donner astuce. C'est ce qui est compliqué. Oui, non, bref. En termes de céphalée, étant donné que c'est un symptôme, le mieux c'est de consulter. Parce que ça peut cacher un diagnostic clair. Et voir ce que... Parce que là, si on dit de prendre tel produit, or que
vous souffrez d'une pathologie grave, vous allez dire que c'est juste, on va dire c'est juste mal de tête tout mal de simplement, tête, ça va se gérer. Or que mal de tête là, il n'y a pas simplement, il y a plusieurs causes. Donc Vu que il faut vraiment faire très attention. Céphalée là, c'est un symptôme. C'est pas un diagnostic. C'est le lieu aussi d'inviter les populations à éviter l'automédication. Effectivement. Parce qu'on dit j'ai mal à la tête, on prend des produits pour calmer, alors que ça cache des problèmes de santé plus graves. Et si on ne se lève pas tôt, on risque de se retrouver dos au mur et face à des maladies vraiment graves. Ah oui. Quelques derniers conseils? Le conseil, c'est d'éviter l'automédication à domicile. Et dès qu'on sent qu'on a un mal de tête, communément appelé céphalée, il faut consulter un personnel de santé. Tout simplement. Consulter un médecin en cas de céphalée, c'est très important. Éviter l'automédication. Voilà qui donne un coup de fin à cette émission de ce matin. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup les filles. Merci également au docteur Mawena Atipo. Je rappelle qu'il est médecin généraliste. Il a été question avec lui aujourd'hui des céphalées. J'espère également que vous avez pris plaisir à nous accompagner tout au long de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à la partie technique. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau numéro du plateau du bien-être. Au revoir.